Joliba Morning News. S'enquérir des difficultés des agriculteurs de la région de Sikasso, tel est le but de la rencontre entre le Premier ministre et les paysans de Koutiala. Dans le cadre de la cérémonie de clôture de 2 jours de formation sur la citoyenneté, une quarantaine de jeunes ont reçu le dimanche dernier leur attestation. À l'international, la Nigeria, 7 ans après son enlèvement, une fille de Chibok retrouve sa famille. C'était là les grandes articulations de ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information. Après 72 heures de visite de terrain dans les régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a rencontré ce dimanche 8 août 2021 les hommes de médias au cours d'un point de presse à l'hôtel du cinquantenaire de Sikasso. C'était en présence des autres membres de la délégation, Moussa Tembine et Abdoulaye Koniba Konaté. Cette première tournée du Dr Shogel Kokala Maïga traduit une volonté affichée du gouvernement de la transition de briser la glace de la méfiance entre le peuple et ses gouvernants, pour qu'aucun Malien ne se sente seul durant cette transition. Au cœur de ma première tournée régionale se trouvent plusieurs messages. Primo, le Mali ne se limite pas à la capitale, loin s'en faut. Nos consultants vivant à l'intérieur et à l'extérieur ne seront pas seuls, et ils ne seront jamais seuls, en tout cas pendant cette transition. Le choix porté sur les régions sud du Mali n'est pas fortuit dans cette période où la pluie bat son plein. Le deuxième message que le gouvernement est venu apporter en cette période d'hivernage au monde paysan, à nos braves populations des campagnes, les populations laborieuses de nos terroirs, dont l'ardeur et l'abnégation au travail permettent à notre pays de rester debout, de résister aux chocs endogènes et exogènes, en faisant montre de résilience malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile. À cet égard, je salue l'engagement pris par le président de l'APECAM au nom des paysans de faire de la campagne agricole en cours une réussite, de manière à ce que notre pays regagne sa première place de production de coton en Afrique au sud du Sahara. Durant cette tournée, la population de la capitale de l'Or Blanc a chargé le Premier ministre d'adresser un message au président de la transition. Du patriarche de Koutiala, qui m'a demandé de transmettre au président de la transition l'assurance que cette année, les résultats agricoles seront au rendez-vous et que sa ville va accueillir la fête du coton. Dans le cadre de sa campagne agricole 2021-2022 à Bougouni, Sikasso, Koutiala, le Premier ministre Shogel a rencontré les paysans de Koutiala le samedi dernier. Objectif, s'enquérir des difficultés des agriculteurs de la dite région. Moussa Tembine et Adama Sanogo pour le compte rendu. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga et sa délégation ont été reçus à Koutiala après leur passage à Sikasso. Motif, soutenir les acteurs du monde rural et veiller à la bonne application des subventions faites par l'État sur certains produits agricoles. Nous sommes venus vers vous pour d'abord nous enquérir de la situation. L'appui que le gouvernement a fait, que vous avez reconnu en termes de subventions de tout genre, est-ce que cet appui est arrivé à destination? Nous avons eu les rapports des ministres, les rapports des conseillers, mais il fallait qu'on vienne vérifier et vous entendre. La confiance n'empêche pas le contrôle. Et nous avons eu l'agréable plaisir auprès des paysans aujourd'hui sur le terrain que le monde paysan est satisfait de l'action du gouvernement et du président de la transition. Les paysans, à travers leurs représentants, ont saisi l'occasion pour informer le Premier ministre de quelques difficultés majeures dont ils font face. Nɔgɔko ko ta mun n'an b'a sɔrɔ san o san ɲina an ma se k'o sɔrɔ kama sɔrɔ Kucala tun ye cercle an tun bɛ kota mun sɔrɔ a kɛra région ye an m'o sɔrɔ
Concernant l'engrais, le quota que nous gagnions avant cette année a diminué depuis que Koutiala est devenue une région. Nous exigeons l'application des recommandations faites lors de la clôture des assises nationales sur le coton. O gafe mun bɔra o recommandation mun bɔra a ka appliquer jamana kɔnɔ Sénégalais bɛ ka don da kelen fɛ Sénégalais bɛ ka bɔ da kelen fɛ. Dr Shogel Kokala Maïga a rassuré les paysans de transmettre leurs doléances au président de la transition Assimi Goïta. Nous sommes venus aussi pour enregistrer vos préoccupations. Qu'est-ce que vous pensez doit être fait par le gouvernement qui n'a pas été fait des années durant pour que cette transition soit mise à profit pour redonner espoir et confiance au monde agricole. Et le mardi, Inch'Allah, entre 14h et 17h, je rencontrerai le président de la transition pour lui rendre compte et que nous prenions les décisions les plus importantes concernant le monde agricole. Pour rappel, le premier ministre de la transition était en visite dans ces trois villes, Boukouni, Sikasso, Koutiala. Pendant 3 jours, il a été à la rencontre du monde rural pour une bonne campagne agricole. Comme évoqué dans les titres, une quarantaine de jeunes ont reçu le dimanche dernier leurs attestations après avoir reçu 2 jours de formation sur la citoyenneté, la résolution de conflits, le leadership et la circulation routière. Des récipiendaires qui serviront de relais auprès d'autres jeunes pour la promotion de la paix et la cohésion sociale. Aruna Salia Kone pour le reportage. L'hymne national est entonné, l'acte est symbolique et sied bien à la circonstance, la formation à la citoyenneté. Ils sont 40 jeunes à recevoir cette formation intitulée « Citoyen modèle ». L'objectif est de leur permettre d'acquérir des outils pour mieux comprendre les mécanismes de la paix, de la citoyenneté et d'être des modèles. La formation de 2 jours consistait à former les jeunes de la commune 5 du district de Bamako, les jeunes des zones qui connaissent le conflit et qui sont ici à Bamako, et aussi les leaders de l'association des élèves et étudiants du Mali, l'AIM. Ils sont formés sur la citoyenneté active et la cohésion sociale, la circulation routière, la résolution des conflits et le leadership. Cette initiative contribue au développement personnel des jeunes. Ces jeunes serviront aussi des relais auprès des amis de leur localité d'origine. Pour nous les jeunes, c'est une opportunité de pouvoir accéder à des formations de qualité et pouvoir aller dans nos zones, dans nos localités, c'est-à-dire les régions, pour vulgariser la chose, c'est-à-dire aller dire aux autres ce que nous avons appris ici. Ça nous amène à apprendre beaucoup de choses sur la résolution des conflits, le leadership et puis la cohésion sociale. Et j'ai bénéficié beaucoup d'idées sur ça et puis je ferai de même avec les autres, à savoir partager les idées que j'ai réussies ici. Pour le représentant de la mairie de la commune 5, il n'y a pas plus belle contribution à l'édification d'une nation qu'une formation à la citoyenneté. Former les citoyens à la citoyenneté est un acte extrêmement important et mérite d'être soutenu. Aujourd'hui, le Mali a besoin de telles formations sur toute l'étendue du territoire national. Je demande à ce que cette initiative ne se limite pas à ça uniquement et qu'on le fasse partout au Mali. Abdoulaye Soumaré, le porteur du projet, invite les jeunes à se désolidariser de tout projet de violence, d'être donc des ambassadeurs de paix, car selon lui, la violence n'a jamais réglé quoi que ce soit. Les examens du brevet de technicien 1 et 2 ont démarré ce lundi matin, et ce, malgré la volonté de la synergie des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 d'empêcher la tenue de ces examens. El Hadj Malik Guitey nous en dit plus. Ils sont venus en masse ce lundi matin devant le lycée Mamadou Sarr avec un seul objectif, empêcher la tenue des examens du brevet de technicien BT. Ils, ce sont les enseignants du Mali qui réclament toujours l'application de l'article 39. Ils décident ainsi de boycotter les examens nationaux. Ce matin, nous sommes venus devant le lycée Mamadou Sarr. C'était juste pour empêcher la tenue de ces examens. Nous sommes venus pour fermer les structures de l'éducation parce que
Sans les enseignants, on ne peut pas organiser un examen digne de ce nom. Empêchés par les forces de l'ordre, ces enseignants venus en masse ont finalement réussi à s'entretenir avec la présidente du centre. Et on avait une lettre de la synergie. Nous sommes parvenus à aller remettre ça à la présidente du centre. Et puis nous avons discuté un peu avec elle. Elle dit qu'elle nous a entendus et qu'elle va faire son rapport et qu'elle va rendre compte à son hiérarchie. Outre l'application de l'article 39, ces enseignants dénoncent aussi la mauvaise organisation de ces examens. Est-ce que vous accepteriez qu'un intrus, une autre personne qui n'est pas éducateur, de venir surveiller les élèves, et tandis qu'il ne connaît même pas le système éducatif, qui ne connaît même pas comment surveiller? Parce que la surveillance, ce n'est pas n'importe qui peut surveiller. Du côté des autorités, ils rassurent que toutes les mesures sont prises pour la bonne tenue de ces examens. Les surveillants, ce sont des enseignants. Ce sont des enseignants et ce sont des enseignants qui ont surveillé dans le passé. Ils ont de l'expérience. Au lycée Mamadou Sarr, hormis cet incident binaire, tout s'est bien passé selon la présidente du centre. Et on a pu équiper ces 17 salles-là de 2 surveillants par salle. Donc vraiment ça va et les épreuves ont commencé à 8 heures comme prévu. Les épreuves du brevet de technicien ont bien démarré dans plusieurs centres à Bamako malgré les protestations des enseignants. Pour rappel, ils sont au total cette année 38 984 candidats répartis dans 1666 salles pour 116 centres à travers le territoire national. Plus de 40 civils maliens ont été tués ce dimanche dans 4 localités du nord. Situées non loin de la frontière du Mali avec le Niger, ces massacres seraient encore l'œuvre des djihadistes. L'image du jour est consacrée au palais de Buckingham. Le palais de Buckingham est la résidence officielle des souverains britanniques. Situé à Londres, le palais est à la fois le lieu où se produisent les événements en relation avec la famille royale, le lieu d'accueil de beaucoup de chefs d'État en visite et une attraction touristique importante. C'est le point de convergence du peuple britannique lors des moments de joie, de crise et de peine. Le palais de Buckingham, ou tout simplement le palais, désigne la source des déclarations de presse émanant de bureaux royaux. Construit pour John Sheffield, duc de Buckingham et Normandie en 1703, c'est le lieu de résidence de la monarchie britannique. Il est agrandi au cours du 19e siècle par John Nash pour le roi George IV. Il eut plusieurs occupants royaux depuis Édouard le Confesseur et a été l'objet de nombreuses spéculations à propos de son propriétaire. Les précurseurs du palais de Buckingham étaient des résidences privées appelées Black House, Goring House, puis Arlington House. Suivons à présent l'actualité internationale. Une des quelques 300 jeunes Nigérianes enlevées par Boko Haram dans un collège de Chibok il y a 7 ans recouvre sa liberté. Le 14 avril 2014, une centaine de djihadistes de Boko Haram, nom qui signifie l'éducation occidentale est un péché, avaient enlevé 276 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans dans un collège de filles de Chibok, dans l'état de Borno, provoquant une énorme vague d'indignation internationale et une campagne intitulée Bring Back Our Girls pour leur libération. Je remercie Dieu de pouvoir voir ma fille en vie 7 ans après avoir été enlevée dans son collège. Je suis vraiment très heureuse et je tiens à remercier le gouvernement de l'État de Borno et les militaires. Que Dieu ramène celles qui restent. Le gouverneur de l'État de Borno promet de retrouver les autres filles. Nous espérons récupérer d'autres très bientôt. Le gouvernement de l'État de Borno collabore avec l'armée nigériane et d'autres forces de sécurité. Nous allons mettre en place une structure qui nous permettra d'en retrouver davantage. Les parents de la fille de Chibok et l'association des parents des filles disparues prient pour que les autres filles soient libérées. Retour triomphal de l'athlète burkinabé Youx Fabrice Zango, premier médaille olympique du Burkina Faso. Il est arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou où il est chaleureusement accueilli par ses compatriotes.
Tout le peuple y a cru et tout le peuple m'a apporté son soutien. J'ai reçu aucun commentaire négatif par rapport à ce rêve-là et ce rêve est devenu réalité. Nous avons la première médaille olympique du Burkina Faso. Le compteur est ouvert et je sais que moi et les générations futures peut-être marqueront encore plus le pas dans d'autres échéances à venir. Médaille de bronze du triple saut aux Jeux Olympiques de Tokyo, Hughes Fabrice Zango se projette déjà pour les prochains JO Paris 2024 où il espère décrocher la médaille d'or. Pour les échéances, les autres Jeux Olympiques, notamment ceux de Paris qui arriveront en 2024, nous présenterons sûrement des athlètes plus performants. Et cette fois-ci, j'irai viser l'or parce qu'il n'y aura plus d'excuses, d'expérience ou d'excuses de quoi que ce soit. Cette fois-ci, j'irai viser l'or et j'espère que je l'aurai. Dominique Nana, le ministre des Sports, a souligné que c'est avec une immense fierté que le Burkina Faso a accueilli cette médaille dans un contexte sécuritaire tendu où le pays est endeuillé par des attaques terroristes. Cette victoire est une joie collective pour l'ensemble des 20 millions de Burkinabés. Qu'ils se sont tous réunis autour de la victoire de Hughes Fabrice Zango et qu'ils se sont tous sentis soudés par cette victoire. Dans les prochains jours, le ministère des Sports prévoit une grande fête à l'honneur de Hughes Fabrice Zango à Ouagadougou. Environ 500 participants, dont le premier ministre japonais Yoshihide Suga, se sont réunis lundi 9 août au parc de la paix de Nagasaki pour commémorer le 76e anniversaire du bombardement atomique américain. Les participants portaient des masques et maintenaient une distance sociale lors de l'événement à échelle réduite qui s'est tenu au milieu de l'épidémie coronavirus en cours. À 8h15, le 6 août 1945, une bombe surnommée Little Boy a été larguée par l'avion de guerre américain B-29 Enola Gay et a détruit la ville d'Hiroshima. 3 jours après l'attaque d'Hiroshima, le 9 août 1945, les États-Unis larguèrent une autre bombe atomique sur Nagasaki, dans le sud du Japon. La ville estime qu'environ 210 000 personnes ont été tuées par les attaques, faisant plus de 150 000 blessés. Le plus haut volcan actif d'Europe, l'Etna en Italie, a présenté une spectaculaire explosion de lave lors d'une éruption aux premières heures de la matinée de ce lundi. L'Etna illumine régulièrement le ciel nocturne avec des explosions, des fontaines de lave et des panaches de cendres, éblouissant les spectateurs et réveillant les habitants avec ses rugissements. L'équipe de caméras qui a filmé les images a déclaré que les éruptions avaient commencé à 1h du matin et se sont poursuivies jusqu'à 6h30. La lave a coulé sur le flanc de la montagne de 3300 mètres de haut et des cendres volcaniques noires et des roches connues sous le nom de Lapilli. L'Etna, qui est situé au-dessus de la ville sicilienne de Catane, entre souvent en éruption mais cause rarement des dommages et on pense qu'elle a le record écrit d'éruption, le plus long que tout autre volcan, avec sa première observation enregistrée remontant à 425 avant Jésus-Christ. Bien que les éruptions elles-mêmes ne mettent pas la population locale en danger, les résidents doivent vivre avec des douches de cendres. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Joliba TV News. Joliba Morning News.